Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on va parler d'athlétisme. Si vous avez vu l'athlétisme ces derniers temps, vous avez forcément dû entendre parler du scandale autour des chaussures. Non, pas celles, mais les chaussures d'athlétisme qui font énormément parler à cause du fait que tous les records, que ce soit records nationaux, records du monde ou records continentaux, s'enchaînent depuis l'arrivée de ces chaussures. Donc d'abord pour poser un peu de contexte, d'où viennent ces chaussures? En fait cela a commencé grâce à un défi. Eliud Kipchoge, le record du monde du marathon, a décidé en 2016 de devenir le premier homme à passer sur les 2 heures. Pour cela, il a voulu du coup le faire à Vienne et il devait s'associer à quelqu'un. Il s'est donc associé à son sponsor de toujours, Nike. Pour ce faire, Nike a donc imaginé une chaussure avec l'aide de scientifiques, la fameuse Vaporfly 3. Cela a permis de faire un énorme coup de pub pour Nike et bien évidemment, après ce record, énormément d'athlètes vont commencer à porter ces chaussures. La polémique va commencer à enfler après les Jeux Olympiques en 2016 où l'intégralité du podium, donc les 3 premiers, vont être équipés de cette fameuse Nike Vaporfly. Ces chaussures vont apporter vraiment un vent frais dans le milieu du marathon, si bien que énormément d'athlètes vont commencer à porter ces chaussures, même contre le sponsor, et du coup ils vont carrément repeindre les chaussures en noir pour cacher le logo et pour justement ne pas trahir leur sponsor. Bien évidemment, ces chaussures vont aussi arriver sur les disciplines plus explosives du style les sprints, les demi-fonds bien évidemment et les sauts. Et bien évidemment, énormément de records du monde, records continentaux et records nationaux et même records personnels sont battus grâce à ces chaussures, ce qui ne fera qu'alimenter la polémique, notamment après les records du monde de Kelvin Kiptum et de Tigist Assefa en 2023. Maintenant, on va analyser un peu plus en profondeur ces chaussures. Donc, toutes ces chaussures sont développées avec la fameuse plaque de carbone qui permet justement une certaine amélioration de la marche, notamment une économie de la foulée quand on part depuis le talon. On a les Vaporfly de Nike, sorties en 2016, c'est toute une gamme de chaussures appartenant à Nike. Elles procurent de la légèreté, un amorti sur les foulées avec justement un stockage et un renvoi de l'énergie, et permettraient d'améliorer l'économie de course à chaque foulée d'environ 4%. Cela est donc plus ou moins égal sur toutes les autres paires de chaussures. Donc, la dernière chaussure en date de Nike, c'est la Alphafly Next 3, sortie en 2014. Elle pèse environ 220 grammes, un drop de 8 mm, une plaque de carbone sur toute la longueur, avec des unités Zoom R et mousse Zoom X sur aussi toute la longueur. Et c'est une chaussure vraiment spécifique pour le marathon avec le record du monde chez les hommes de Kelvin Kiptum. Ensuite, on a la Adizero Adios Pro Evo One d'Adidas. Elle pèse 138 grammes, ce qui est très léger, avec des mousses Light Stripe Pro, un drop de 8 mm, et elle est aussi spécifique au marathon, avec du coup le record d'âme en 2023 de Tigist Assefa. Ensuite, on a les Metaspeed, qui sont une gamme de chaussures chez ASIC. Elle possède de la mousse FF Blast Turbo. Elle est dérivée en 2 exemplaires, la Sky Plus, qui pèse 205 grammes, qui a beaucoup de mousse, avec un drop de 5 mm, et qui est vraiment spécifique au marathon avec un confort. Et la Edge Plus, qui est légèrement plus lourde, avec moins de mousse et plus de drop, et qui est beaucoup plus dynamique, donc spécifique aux plus courtes distances. Ensuite, on a la Carbon X3 de Hoka, qui pèse environ 222 grammes, un drop de 5 mm, et une mousse Eva caoutchoutée.
Et enfin, on a la Clone Monster Dawn Running, qui est la plus lourde des chaussures que du coup j'ai choisi de prendre, 235 grammes, un drop de 6 mm, une mousse Aeon. Ainsi on voit une véritable course à l'armement chez les équipementiers. Le but est vraiment de créer la chaussure magique, avec du coup la recette que chaque équipementier garde bien évidemment secret. Le truc c'est qu'on remarque que c'est pas vraiment la plaque de carbone le plus important, c'est vraiment l'association entre la plaque de carbone et la mousse. Et le problème c'est bien évidemment cette mousse, parce que l'équipementier ne dit pas forcément ce que la mousse contient. Le truc c'est que ces concepts en fait sont connus depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. C'est qu'avant Nike, donc en 2016, personne n'avait eu l'idée d'assembler les deux concepts en un seul produit. Et c'est donc Nike avec son objectif des sub 2 heures qui a assemblé les deux concepts. Et du coup c'est en fait un peu l'athlétisme qui a créé ces chaussures et qui maintenant en paye le prix. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Néanmoins ces chaussures n'ont pas que des avantages, elles ont deux gros désavantages. Déjà, elles ont un manque de stabilité. Elles sont très difficiles à utiliser. La façon de courir et de sauter a changé pour pouvoir constater leur utilité. Et je n'ai pas réussi à en profiter. Ça c'est Eusebio Carreras, qui est un sauteur en longueur espagnol, qui avouera cela. En fait, c'est logique. Quand on gagne en vitesse, on perd en stabilité. C'est comme courir sur des ressorts. Certes, tu auras un meilleur rebond, tu auras une meilleure conservation de l'énergie. Néanmoins, tu vas avoir un manque de stabilité. Ou comme courir sur un trampoline. Et enfin, ces chaussures coûtent extrêmement cher. On parle d'un prix entre 250 et 500 euros. Et on peut aller dans les extrêmes avec par exemple la 10 Pro Evo One qui coûte plus de 500 euros et qui dure seulement un seul marathon. Ainsi on a vraiment un fossé qui se crée entre les amateurs et les sportifs autour justement de ces chaussures et de l'apport financier à apporter. Maintenant, quelles ont été les réactions par rapport à ces chaussures? Et bien en fait on a eu énormément de réactions très diverses. Le public a d'abord trouvé ça bien, car justement cela apportait une amélioration des performances. Néanmoins maintenant, il y a une vraie crise de confiance vu que le public ne fait plus vraiment confiance justement à ces records à cause de ces chaussures. Les athlètes ont d'abord eu un véritable rejet autour de ces chaussures pour finalement presque tous les adopter. Et enfin, les associations internationales, donc World Athletics et l'IAAF, ont mis énormément de temps à dire quelque chose et se sont vraiment trouvés un peu le cul entre deux chaises. L'une des stars les plus connues au monde, Usain Bolt, va notamment dire quelque chose de très intéressant. Pour lui, ce n'est pas forcément l'amélioration de performance qui est le problème. Pour lui, le problème, c'est vraiment le fait que justement, il y a une crise de confiance chez les athlètes. Ça fait déjà 30 ans que ces innovations existent. Et 30 ans qu'on sait que c'est possible. Et le problème, c'est que à l'époque, l'IAAF avait interdit de manière catégorique cela, car justement, l'athlète apportait une amélioration sur sa chaussure. Mais là, comme c'est directement l'équipementier qui apporte l'amélioration sur la chaussure, ça passe du coup dans les mailles du filet. Et cela est pour Usain Bolt un problème, car justement on a un véritable problème notamment dans l'amélioration des performances, qui du coup se fait pas à cause de l'athlète, mais à cause de l'équipementier. Donc ça se fait un peu au détriment de l'athlète, car c'est que l'équipementier qui va du coup en gagner le prix. De plus, la bataille des marques reste extrêmement compliquée à suivre. Plus de 201 chaussures et prototypes sont inscrits sur la liste de World Athletics en tant que chaussures permises pour une course. C'est énorme et impossible à savoir qui porte quoi. C'est flou, c'est un truc quasiment mystique. On ne sait plus qui porte quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans la chaussure? On va vers une individualisation de la chaussure. Au départ, je pensais analyser la plupart des courses pour savoir qui portait quoi. J'ai laissé tomber. Il y a trop de références, ça va trop vite. C'est Vincent Guyot, un étudiant-chercheur à l'INSEP qui est spécialiste du domaine, qui va le dire. On a une véritable révolution autour de ces chaussures qui ressemble énormément à la révolution des combinaisons en natation. Et la révolution des combinaisons en natation se sera terminée très mal. On aura tous les records du monde qui vont être battus, notamment lors des championnats du monde à Rome en 2009, ce qui va inciter la Fédération internationale de natation à interdire complètement les combinaisons. Et malgré le fait que la natation est un sport en continuel mouvement, où les améliorations sont quasiment là chaque année avec des records du monde qui sont tout le temps battus, certains records du monde restent encore inaccessibles pour le commun des sportifs. Selon les règles de World Athletics, une performance doit être faite par un humain, au-delà de tout avantage technologique. Et l'athlète
doit avoir une haute qualité et une innovation dans les chaussures. Donc les chaussures ne doivent pas permettre à l'athlète de courir plus vite, mais doivent être assez haute qualité pour lui permettre de courir vite. Ainsi, la chaussure doit donc permettre à l'athlète d'avoir de la protection et de la stabilité dans ses déplacements, mais doit pas dépasser une certaine limite en termes de progrès et en termes de vitesse apportée en plus. Donc dans les chaussures qui sont permises, parce que c'est un énorme foutoir entre les différents types de chaussures, donc bien évidemment les chaussures qui étaient déjà existantes avant les réformes des chaussures en carbone sont bien évidemment légales, et pour les nouvelles chaussures, cela dépend. Les chaussures customisées sont légales, les chaussures en développement aussi, mais les chaussures en développement ne sont pas permises dans les Jeux Olympiques et dans les grands événements de World Athletics. Donc par exemple, elles ne sont pas permises dans les marathons importants. Par contre, aux championnats du monde ou dans les marathons un peu moins importants, là elles sont permises. Et enfin, tout ce qui est retouche sur une chaussure par l'athlète est bien évidemment proscrite. Maintenant, pour les informations plus techniques par rapport aux chaussures. Pour savoir la hauteur de semelle, parce que c'est l'un des points les plus importants pour savoir si une chaussure est légale ou non, il faut prendre des mesures précises à deux endroits de la chaussure. On va prendre une mesure au 12% de la chaussure et une mesure au 75% de la chaussure. Du coup, ces mesures vont être une mesure au talon et une mesure vers l'avant du pied. Et la différence de mesure d'épaisseur entre la semelle à ces endroits précis doit pas être trop grande, doit respecter une certaine valeur. De plus, une chaussure doit avoir maximum une structure solide. Donc là, on fait allusion aux plaques de carbone. Et cette plaque de carbone doit être placée en un endroit et doit être en un seul morceau. Si on ne peut pas avoir une plaque en carbone qui part ensuite vers chaque orteil, ça c'est pas permis. Par exemple, Eliud Kipchoge, dans son marathon des sub 2 heures, il avait 4 plaques de carbone dans sa chaussure, ce qui n'est évidemment pas permis avec les règles actuelles. Et enfin, l'un des derniers points importants, c'est les pointes sur l'avant des chaussures, qui sont du coup utilisées principalement sur piste. Ces pointes, comme la hauteur de semelle, donc le drop, ne doit pas être trop grande. On parle de pointes qui ne doivent pas excéder 9 mm de longueur, sauf pour certaines épreuves où ça peut aller jusqu'à 12 mm. On a un détail un peu plus précis des règles, notamment pour le drop. Donc un drop, donc c'est encore une fois la différence entre l'épaisseur de la semelle au talon et vers l'avant du pied, doit pas être supérieur à 20 ou 25 mm selon l'épreuve sur piste. Ensuite, pour tout ce qui est épreuve qui n'est pas de la course, ça doit être pas supérieur à 20 mm, sauf pour le triple saut, ça peut être supérieur à 25 mm. Et enfin, sur la route, peut être jusqu'à 40 mm. Donc 40 mm, c'est énorme, ça fait quand même une différence entre le talon et le bout du pied de 4 cm, c'est quand même beaucoup. Et ça, c'est des règles qui sont valables jusqu'au 31 octobre 2024. Donc c'est des règles qui sont valables que jusqu'après la fin de la Ligue des Diamants de la saison 2024 et les Jeux Olympiques à Paris. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ces règles sont venues au moment où les athlètes étaient déjà en préparation pour les Jeux Olympiques. En fait, les athlètes du coup des sports olympiques ont pour la plupart un système assez précis où en fait ils ont des cycles de 4 ans avec les Jeux Olympiques. Et leur but est bien évidemment d'arriver au maximum de leur performance aux Jeux Olympiques. Les championnats du monde ne sont que des tests en vue de gagner les Jeux Olympiques. Ça, c'est quelque chose qui a notamment énormément en natation. En athlétisme, c'est aussi important, c'est peut-être moins prédominant cette façon de voir en cycle, mais c'est aussi important. C'est pour ça que justement ces règles apportées jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris sont relativement flexibles. Et à partir des Jeux Olympiques, du coup à partir du 1er novembre 2024, les règles vont changer, vont être énormément uniformisées. Ainsi, toutes les épreuves sur piste, que ce soit les courses, les sauts ou les lancers, auront un drop maximum de 20 mm. Et par contre, pour la route, ça va rester à un drop de maximum 40 mm. Et enfin, le dernier point que le World Athletics a voulu apporter dans ce nouveau set de règles, c'est la portée du constructeur dans la chaussure. Et en fait, là, World Athletics, selon moi, se heurte à un énorme problème. On sait depuis longtemps, et on le sait tous, que le monde économique a un énorme impact, que ce soit sur le sport, mais sur
tout ce qui est à côté. Et là, World Athletic le montre encore plus. En fait, World Athletic ne met pas vraiment de règles précises sur ce que le constructeur a le droit de faire ou pas. World Athletic ne met des règles uniquement sur ce que l'athlète a le droit de faire. Il n'y a ainsi aucune obligation pour un constructeur de chaussures de remettre des stocks après l'utilisation par l'athlète de la chaussure. Et ça, c'est pour moi un peu problématique parce que du coup, World Athletic accepte une sorte de course à l'armement chez le constructeur de la chaussure et va pénaliser uniquement l'athlète et non le constructeur. Néanmoins, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que World Athletic n'a pas mis d'interdiction? Eh bien, tout simplement parce que déjà, il y a une pression des équipementiers. Et de plus, car World Athletic, comme le monde du sport, a toujours énormément de mal à faire face aux révolutions et aux évolutions de matériel et aussi de triche. Que ce soit la crise contre le dopage ou tout le reste, comme les révolutions des combinaisons en natation, on a véritablement une révolution qui passe en deux temps. On a d'abord l'évolution avec justement tous les records qui sont battus. Ensuite, le sport ouvre les yeux et interdit tout en bloc. De plus, on l'a vu, ces innovations existent depuis déjà 30 ans. Par exemple, la chaussure Onka One existe depuis longtemps et a une chaussure avec une plaque de carbone et une semelle très large qui permet les amortis. Et enfin, on a, que ce soit aussi dans les innovations en termes de matériel, on a beaucoup de mal à faire face quand on est dans le monde du sport. Les cas par exemple de Marcus Rem ou d'Oscar Pistorius sont très intéressants à analyser et montrent justement toute la complexité autour du fait de savoir si vraiment quelque chose d'externe améliore les performances. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo autour d'Oscar Pistorius et de Marcus Rem vous intéresserait car le sujet est extrêmement intéressant. Et enfin, est-ce qu'on peut chercher d'autres raisons à cette amélioration des records? Car effectivement, la chaussure apporte un avantage, c'est indéniable, néanmoins ça n'apporte pas un avantage de 2 minutes sur un marathon, c'est impossible. Ainsi, quelles pourraient être les autres raisons? Déjà, on a depuis 10-15 ans peut-être une bien meilleure compréhension du corps. Que ce soit les temps de repos ou aussi l'aspect mental, on a une meilleure compréhension de tout cela. Et par exemple, le temps dans les années 80 où on s'entraînait jusqu'à l'épuisement, il est complètement révolu, ce n'est plus possible. On voit vraiment que le sommeil notamment est très important pour le corps et pour les sportifs. Un sportif se doit avoir une alimentation équilibrée, un bon sommeil et surtout un bon espace vital. Ensuite, on a une méthode de marche qui est de plus en plus économique. C'est la méthode où justement on évite de courir sur la pointe des pieds mais sur le talon. C'est une méthode qui existe depuis déjà assez longtemps sur le marathon, mais qui commence à se développer dans les disciplines plus courtes et aussi dans le cross, avec justement ces marathoniens qui ont une marche très typique du marathonien à la limite entre la marche et la course. De plus, cette année, malgré le fait que la météo a été très capricieuse avec beaucoup de temps très chaud, de canicule et aussi quelques épisodes de froid très fort, notamment en hiver, on a néanmoins eu une météo extrêmement clémente lors des événements importants. Par exemple, tous les records du monde qu'on voit sur les distances allant du demi-fond au marathon, quand on regarde les records du monde, on voit que la météo a toujours eu un rôle important. Kelvin Kiptum, par exemple, avait une température parfaite de 10 degrés lors de son marathon de Chicago. Tigist Assefa avait une température de 15 degrés lors du marathon de Berlin, ce qui est aussi extrêmement bien. Fethi Kipyegon avait une température autour de 20-25 degrés lors de ses records du monde sur 1500 mètres et sur 5000 mètres. Et Gustav Tsegay avait aussi une température d'environ 20 degrés lors de son 5000 mètres à Eugène. Donc on voit véritablement que les températures ont joué un rôle cette année lors des records. De plus, on remarque de plus en plus qu'il y a un effet de boost hormonal après notamment période de grossesse chez la femme. Que ce soit Fraser Price, Kipyegon ou Allyson Felix, elles ont toutes un point commun. Leurs meilleures performances sont arrivées après la naissance de leurs premiers enfants. Et elles sont revenues de maternité avec des performances bien plus hautes. Cela peut peut-être s'expliquer par les chaussures, mais dans le cas par exemple d'Allyson Felix ou de Fraser Price, elles ont eu une maternité qui est venue avant cette révolution de la chaussure et quand on voit les dernières épreuves, elles ne portent pas ces chaussures.
Et enfin, on a un vrai choc des générations qui est en train de se mettre en place sur la route et sur les épreuves de route, avec du coup l'ancienne génération qui vient de la piste pour aller vers le marathon, avec Sifan Hassan, Ellen Obiri ou Eliud Kipchoge, qui ont justement des très hautes performances en marathon à 35 ans, 40 ans, ou encore la nouvelle génération avec malheureusement le retraité Kelvin Kiptoum ou Ngatish, qui justement apporte un vent frais dans ce monde de la route, qui est un monde qui de base est de retraité de la piste, comme on l'a vu juste avant. Ainsi, oui, la chaussure apporte un avantage, mais ce n'est pas le seul élément qui avantage l'athlète, ce n'est pas la seule composante pour expliquer cette révolution qui est en train de suivre l'athlétisme depuis maintenant 5-10 ans. On verra si, après les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et la Diamond League en 2024, s'il y aura une baisse des performances. Moi, je pense qu'il y aura peut-être une petite baisse des performances, mais qu'après, ça va justement réaugmenter et qu'on va peut-être avoir des grosses performances après justement cette période de presque tout permis pour les marques et les athlètes.